Mesdames, Messieurs, les membres du bureau de la Société marocaine d'ORL et de chirurgie cervico-faciale se joignent à moi pour vous remercier d'être si nombreux à ce webinaire, pour remercier notre confrère, Dr Anne Donnet de Marseille, d'avoir si gentiment accepté notre invitation pour venir animer une conférence de haut niveau concernant les algies vasculaires de la face. Nous remercions le professeur Mehdi El Fakhri du CHU d'Agadir pour avoir accepté d'animer, de modérer cette séance, et nous remercions nos partenaires des laboratoires Cooper Pharma d'accepter toujours de nous prêter leur plateforme de discussion. Sans plus tarder, je vais céder la parole au professeur El Fakhri pour nous dresser tous les objectifs de cette séance et pour nous présenter Dr Anne Donnet. Cher ami, à toi la parole. Merci, professeur Srali. Donc, tout d'abord, je voudrais introduire ce sujet par une particularité, c'est que nous, en tant qu'ORL, on est confronté souvent à des patients qui présentent des céphalées. Et ces céphalées ne sont pas toujours des céphalées secondaires, mais elles peuvent être des céphalées primaires, comme des migraines, comme des névralgies du trigemon, ou bien aussi des algies vasculaires de la face. Alors, les algies vasculaires de la face, c'est une affection rare, mais c'est une affection qui est très, très handicapante. Ce sont des douleurs paroxystiques qui sont exquises. Et pour cela, nous avons demandé au docteur Anne Donnet de nous présenter cette thématique. Alors, juste pour vous rappeler que docteur Anne Donnet, elle est médecin spécialiste en neurologie au CHU La Timone de Marseille. Elle est spécialiste aussi en psychiatrie et aussi docteur en biologie humaine. Et elle est membre de l'unité de céphalée du département de neurologie du CHU La Timone. Elle est aussi directrice médicale de l'unité de la douleur du CHU de La Timone à Marseille. Aussi, d'un point de vue recherche, donc elle est membre de l'unité de l'INSERM du professeur Redouane Dallé, qui est dans l'axe de la neurobiologie de la douleur trigéminale au sein de la faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand. Elle est aussi collaboratrice dans l'équipe de canaux ioniques et transduction sensorielle au CNRS de la faculté de médecine secteur nord de Marseille. Elle est aussi ancienne présidente de la Société française d'études des migraines et des céphalées, et aussi membre de l'International Headache Society et membre de l'American Headache Society. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je vous donne la parole, Dr Anne Donnet, pour nous présenter votre présentation sur l'algie vasculaire de la face. À vous la parole, docteur. Bien, je vous remercie mille fois de cette invitation et d'être effectivement très nombreux. Est-ce que je peux avoir mon diaporama, s'il vous plaît, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez pris la main? Vous pouvez directement cliquer sur partager l'écran. Alors voilà. Milieu en vert. Est-ce que pour vous, c'est bon? Vous avez une vision sur le diaporama? Non, non, pas encore. Il faut repartager votre écran. Ah, d'accord. Alors, attendez. Là, le problème, c'est qu'il va falloir ressortir. 2 petites minutes. Donc, on va repartager. Est-ce que vous le voyez ou pas? Non. Je suis désolée, on a le même petit souci que tout à l'heure. Et que je ne sais pas résoudre à l'instant T. Parler d'algie vasculaire de la face que l'on appelait avant céphalée suicidaire, ce qui résume bien la situation d'une céphalée qui pour nous constitue
une urgence médicale et qui doit être reconnue par tout médecin et en particulier les ORL, mais aussi les neurologues et je dirais tout médecin qui est confronté aux urgences ou dans une situation de consultation devant ce type de patient. On vous l'a déjà dit, il s'agit d'une maladie rare mais qui appartient au groupe des céphalées primaires et à un sous-groupe qu'on appelle les céphalées trigémino-autonomiques. Alors, que sont les céphalées trigémino-autonomiques? C'est une céphalée qui est unilatérale, qui est associée à des signes d'hyperactivité parasympathique qui sont homolatéraux à la douleur. Et l'algie vasculaire de la face est la plus fréquente des céphalées trigémino-autonomiques. Une des caractéristiques de cette maladie, c'est d'affecter essentiellement les sujets de sexe masculin, mais ceci est de moins en moins vrai et on voit de plus en plus de femmes qui présentent une algie vasculaire de la face. Une des hypothèses est liée à la comorbidité de cette maladie, puisqu'en fait on note un lien important entre le tabagisme et cette pathologie d'algie vasculaire de la face. Et comme il y a malheureusement de plus en plus de femmes qui fument, eh bien on pense que cette association et l'augmentation du tabagisme en population féminine explique qu'il y ait de plus en plus de femmes qui expriment l'algie vasculaire de la face. C'est par ailleurs une maladie de l'adulte jeune, puisqu'elle commence une fois sur deux entre 20 et 40 ans. Alors, y a-t-il une origine génétique à cette pathologie? Jusqu'à maintenant, on disait très clairement qu'il n'y avait pas de nature génétique dans cette maladie, probablement par opposition à la migraine. En fait, les formes familiales d'algie vasculaire de la face sont rares. Elles sont constatées dans, en moyenne, 7 à 10% des cas. Cependant, quand on regarde de manière un petit peu plus poussée, le risque de développer une algie vasculaire de la face est majoré de 5 à 18 pour les apparenter au premier degré d'un sujet atteint d'une algie vasculaire de la face. Et des recherches sont en cours actuellement pour essayer de connaître la modalité de transmission génétique qui n'est toujours pas identifiée aujourd'hui. Un grand nombre de recherches pour des jeunes candidats ont été faites, essentiellement issues de notre expertise clinique par rapport à la physiopathogénie des céphalées ou par exemple pour les canalopathies en analogie avec la migraine hémiplégique familiale. Mais vous voyez que tous ces gènes qui sont cités ici, de même que ceux qui sont cités dans la diapositive suivante, n'ont jamais fait preuve de manière claire d'une démonstration dans l'algie vasculaire de la face. Une des principales pistes, et j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont les gènes CLOCK. Pour l'instant, pour ceux qui ont été recherchés, on n'a pas trouvé effectivement de lien, mais les gènes CLOCK sont multiples et nombreux et ça reste toujours une piste qui est intéressante aujourd'hui. Donc actuellement, aucun gène n'est mis à jour en association avec l'algie vasculaire de la face, mais il est nécessaire de faire des études complémentaires avec certainement des échantillonnages importants, ce qui reste compliqué dans une maladie qui reste une maladie rare. Alors, le seul facteur de risque véritablement identifié aujourd'hui, c'est le tabagisme actif ou passif et tabagisme actif ou déjà stoppé. Ce tabagisme ancien est noté chez près de 3/4 des patients, mais on commence à avoir des cas d'enfants qui ont une algie vasculaire de la face ou d'adultes qui n'ont jamais fumé et qui ont une algie vasculaire de la face. Très souvent, quand on les interroge, on se rend compte qu'ils ont été à un moment dans un environnement fumeur, en particulier pour les enfants qui ont une algie vasculaire de la face. Très souvent, leurs parents sont des fumeurs actifs ou anciens. Donc, il y a un lien très clair entre le tabagisme et cette pathologie. Une des questions que posent régulièrement les patients quand on leur explique ce lien, c'est est-ce que l'arrêt du tabac va avoir un impact sur l'évolution de la maladie? La réponse est malheureusement négative. Globalement, il aurait fallu que le patient ne rencontre pas le tabac et on ne peut pas revenir en arrière. Mais on a tendance, bien sûr, pour la prise en charge ultérieure et pour pouvoir continuer à utiliser du sumatriptan sans aucun facteur de risque, à demander à nos patients de faire un arrêt de leur tabagisme en leur disant bien que malheureusement, ça ne va pas avoir d'impact sur la maladie. De manière assez récente, on s'est rendu compte qu'en fouillant l'interrogatoire,
Au-delà du tabagisme, ce sont des patients qui consommaient régulièrement de multiples substances illicites, le cannabis bien sûr, la cocaïne et bien d'autres. Alors, nous utilisons depuis fort longtemps une classification internationale qui est la classification de l'International Headache Society. Et voici quels sont les critères qui sont demandés par cette classification internationale. Il faut avoir au moins 5 crises de douleurs sévères à très sévères, de topographie unilatérale, orbitaire, susorbitaire et ou temporale. Les crises ont une durée entre 15 à 180 minutes. On doit avoir au moins un des deux éléments suivants, c'est-à-dire soit un signe autonomique qui est homolatéral à la douleur, essentiellement le larmoiement ou l'injection conjonctivale, mais ça peut être une congestion nasale ou une rhinorrhée, un œdème palpébral, un myosis ou un ptosis. Ces éléments sont rencontrés 9 fois sur 10 chez les patients. Mais il y a des patients qui n'auront jamais de signe autonomique et le diagnostic d'algie vasculaire de la face ne doit pas être éliminé. On doit rechercher chez ces patients quel est le comportement moteur pendant la crise. Et en général, ces patients décrivent une agitation motrice qui est tout à fait caractéristique de cette pathologie. La fréquence des crises va être d'une crise un jour sur 2 à 8 crises par jour. Et bien sûr, on doit avoir éliminé tous les autres diagnostics. Ce comportement moteur très particulier de l'algie vasculaire de la face vous permettra également d'éliminer les autres diagnostics comme la migraine où le patient a une tendance plutôt à aller se coucher, et la céphalée hypnique qui est une céphalée du sommeil qui vient pendant la nuit, un peu comme l'algie vasculaire de la face, mais au cours desquelles le patient ont un comportement moteur différent puisqu'ils ont simplement tendance à se lever sans avoir une déambulation motrice importante. Alors, une des grandes caractéristiques de cette pathologie, c'est sa double périodicité, sachant qu'il y a à la fois un caractère horaire, puisque les patients savent pour la plupart d'entre eux quasiment exactement à quelle heure ils vont avoir une crise. Il y a quasiment de manière systématique une crise nocturne. Et puis, c'est le caractère saisonnier de cette pathologie, puisqu'on le rencontre plutôt en la période actuelle, c'est-à-dire à la transition entre l'hiver et le printemps, et également à la transition entre l'été et l'automne. On reviendra sur les implications physiopathogéniques de cette périodicité saisonnière qui est très particulière. L'examen neurologique doit être strictement normal. La seule chose qui est acceptée, c'est la possibilité d'avoir un syndrome de Claude Bernard Horner, homolatéral à la douleur. Ceci est vu quand les patients ont des crises qui sont multiples et que finalement le système sympathique n'a pas le temps de revenir à la normale. On distingue donc deux formes d'algie vasculaire de la face, une forme épisodique qui fait que le patient a des périodes qui peuvent être courtes, parfois de 7 jours, mais parfois un petit peu plus longues, et qu'il peut y avoir, s'il y a au moins 2 périodes, une rémission qui est supérieure à 3 mois. Et puis un patient qui a une forme chronique, qui a exactement les mêmes critères sur le plan sémiologique, mais au cours d'une année, il y a moins de 3 mois de rémission. Alors, tout se voit dans l'algie vasculaire de la face. Vous le voyez, dans 80% des cas, les patients peuvent démarrer en forme épisodique et rester en forme épisodique. Un patient en forme chronique peut à peu près dans 15% des cas évoluer vers une forme chronique. Il y a des patients qui rentrent d'emblée dans la maladie par la forme chronique et qui vont rester toute leur vie en forme chronique. Mais le message quand même positif qu'on essaye de faire passer, c'est que si on est en forme chronique, on peut revenir en forme épisodique. Est-ce qu'il y a une comorbidité psychiatrique chez ces patients? On a l'habitude de les interroger, en particulier pour rechercher le risque suicidaire qui doit être recherché de manière vraiment importante. On retrouve très souvent une dépression associée, mais on a du mal à dire si cette dépression elle est liée à la conséquence d'une douleur qui est vraiment excessivement handicapante, ou bien si sur le plan physiopathogénique, il y a des éléments qui sont communs au niveau de l'activation de certaines zones du cerveau qui feraient que ces patients aient à la fois l'algie vasculaire de la face et parfois un état dépressif assez prononcé.
Alors, c'est une maladie malheureusement qui est à l'origine d'une errance diagnostique, puisque même si les chiffres s'améliorent, lorsque le patient fait son premier cycle, le diagnostic est posé dans moins d'un quart des cas. Et donc, ce diagnostic est véritablement clinique. Si on pose les bonnes questions, on arrive en quelques questions à faire le diagnostic et vraiment à pouvoir traiter ces patients dans le cadre de cette urgence thérapeutique. Il faut savoir qu'il y a des expressions différentes de l'algie vasculaire de la face. On peut avoir des crises douloureuses sans signe autonomique. On a des patients qui, entre les cycles, ont uniquement les signes autonomiques, et c'est important pour vous à savoir en tant qu'ORL. Ce sont des patients qui peuvent avoir des épisodes de rhinorrhée isolés, mais en fait, ils ont comme un cycle, c'est-à-dire ils ont une rhinorrhée pendant 1 heure, ça s'arrête, ça revient 3 heures après, ceci tous les jours pendant une période, et puis ça s'arrête. Bien sûr, ce diagnostic de crise dite indolore, avec uniquement des signes autonomiques, ne va être porté que si le patient a déjà eu préalablement une expression douloureuse de sa pathologie. On sait qu'un certain nombre de nos patients peuvent avoir, avant le début du cycle, des prodromes, en particulier des modifications du sommeil, des modifications de l'humeur ou de la concentration. Certaines crises d'algie vasculaire de la face, et en particulier celles qui surviennent chez la femme, peuvent être accompagnées de nausées, de vomissements, d'intolérance au bruit, d'intolérance à la lumière. Donc, attention à ne pas faire un faux diagnostic de migraine. Il faut véritablement se référer aux autres symptômes cliniques pour valider le diagnostic d'algie vasculaire de la face. Et ceci d'autant plus que 20% de nos patients peuvent présenter des auras visuelles, comme dans la migraine, avant la crise d'algie vasculaire de la face. Ça fait partie des choses que l'on sait de manière assez récente, puisque quand nous voyons ces patients, la plainte majeure, c'est bien sûr celle de la douleur. Et en fait, c'est quand on a commencé à faire un interrogatoire systématique et à fouiller l'interrogatoire des patients qu'on s'est aperçu que certains patients avaient certains éléments communs finalement avec la migraine. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, dans les critères de cette pathologie, c'est une douleur unilatérale. Globalement, chez la plupart du temps, la douleur va rester strictement du même côté tout le long de la vie, mais il y a des patients qui peuvent avoir un changement de côté et ceci ne va pas faire éliminer le diagnostic. Ça se voit plus souvent sous la forme chronique et ce changement de côté, il peut se voir pendant une période où le patient va avoir un jour une crise à droite, le lendemain une crise à gauche, ou bien il peut alterner de côté d'un cycle à l'autre, faire un cycle avec des crises strictement à droite, et puis quelques années ou quelques mois plus tard, en fonction de sa périodicité, des crises strictement du côté opposé. Même si c'est une pathologie de l'homme jeune, il y a des extrémités d'âge qui peuvent exprimer l'algie vasculaire de la face, en particulier chez l'enfant, où on peut avoir des cas dès l'âge de 5 ans, et en particulier chez la femme, où on a un profil un peu particulier, où on a des femmes qui souvent ont été migraineuses pendant leur vie hormonale et qui, au moment de la ménopause, au-delà de la cinquantaine, basculent et expriment une algie vasculaire de la face. Il y a peu d'impact de la grossesse, ou en tout cas, ça n'est pas aussi marqué que pour la migraine. Et vous voyez que dans les chiffres, ça peut aller effectivement dans tous les sens. Il existe des AVF secondaires, alors que l'algie vasculaire de la face est par définition une céphalée primaire. Ce qui fait que chez tous ces patients, il est indispensable de faire une IRM cérébrale de manière à ne pas laisser passer une pathologie. Et si un patient fait une première crise d'algie vasculaire de la face, l'IRM doit être faite en urgence et couplée avec une angiographie donc en IRM, à la fois des vaisseaux intracrâniens et cervicaux, parce qu'on a un certain nombre de cas de dissection des artères des vaisseaux qui peuvent donner un tableau typiquement comparable avec une algie vasculaire de la face. Alors, la première chose à éliminer, c'est effectivement, est-ce que c'est vraiment une algie vasculaire ou d'autres céphalées primaires, comme la migraine, la céphalée de tension. Globalement, si on a vraiment un patient qui a des crises très latéralisées, strictement unilatérales, excessivement sévères,
courte mais répétitive associée à des signes autonomiques, vous avez tous les arguments pour aller directement vers une algie vasculaire de la face. Comme les choses ne sont pas simples, vous avez compris que l'algie vasculaire appartient au groupe qu'on appelle des céphalées trigémino-autonomiques, ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas l'algie vasculaire de la face. Il faut les connaître, même si elles sont rares, parce qu'il y a des traitements à la clé. Et donc, c'est important, quand on a une pathologie que l'on peut traiter, de pouvoir l'identifier. C'est donc ce qu'on appelle l'hémicranie paroxystique chronique. Si on veut essayer d'être simple, ce sont des crises qui sont plus courtes que l'algie vasculaire, mais plus fréquentes, plus importantes au niveau de leur nombre, puisque ça peut être jusqu'à une quarantaine par jour, et elles sont sensibles à l'indométacine, qui est un anti-inflammatoire que vous devez bien sûr connaître, et c'est cet anti-inflammatoire et pas un autre. On a l'hémicrania continua, qui est également sensible à l'indométacine, qui se traduit, elle, par un fond douloureux permanent sur lequel se greffent des douleurs paroxystiques accompagnées de signes autonomiques. Et puis, on a ce qu'on appelle le syndrome de Sundt ou SUNA, qui est plutôt proche de la névralgie faciale, puisqu'elle siège essentiellement dans le 5-1, mais c'est une douleur qui, d'emblée, dès la première crise, va être accompagnée de signes végétatifs excessivement bruyants. Donc, ça peut être un larmoiement qui est parfois bilatéral, une rhinorrhée, et ces signes en tout début d'expression de la névralgie faciale ne sont pas retrouvés. On ne les retrouve que quand les névralgies faciales sont, entre guillemets, vieillies. Donc, cette maladie est très particulière et je vais essayer de partager avec vous quelques éléments de physiopathogénie qui sont vraiment importants. La douleur, on le sait, siège dans le territoire trigéminal. Les signes autonomie qui vont nous amener vers un certain nombre de zones neurologiques. Et puis, très clairement, c'est l'illustration d'une maladie qu'on appelle chronobiologique. Alors, la douleur dans le territoire trigéminal, eh bien, on le sait puisque c'est une douleur qui est unilatérale, de topographie essentiellement périorbitaire dans le territoire du 5-1. Cette douleur va être associée à une augmentation d'un certain nombre de neuromédiateurs, en particulier le CGRP. Donc, vous savez que nous avons tous, au niveau de notre physiologie cérébrovasculaire, un système qu'on appelle système trigéminovasculaire, qui repose sur des neurones qui innervent les vaisseaux cérébraux et la dure mère, dont les ganglions sont situés au niveau du ganglion trigéminal. Et il se trouve que ce système repose plus spécifiquement sur la première branche du trijumeau. Ce système va être activé dans plusieurs céphalées primaires, la migraine, mais également dans toutes les céphalées trigémino-autonomiques. On a également ce qu'on appelle le complexe trigémino-cervical, qui est situé dans le tronc cérébral et qui inclut le noyau caudalis du 5 et C1 et C2. Et vous voyez qu'il y a effectivement des connexions très claires entre le 5, C1 et C2, ce qui va déboucher sur des prises en charge particulières que nous verrons tout à l'heure. L'activation du système trigéminovasculaire va aboutir à la libération d'un grand nombre de neuropeptides, en particulier le CGRP, la substance P, qui vont être à l'origine d'une inflammation neurogène et d'une vasodilatation. Donc, vous voyez qu'à chacun de ces fibres, les fibres trigéminales, on a un certain nombre de neuropeptides, le CGRP étant essentiellement avec un rôle au niveau de la vasodilatation. Mais au niveau des fibres parasympathiques, c'est essentiellement le VIP. Au niveau des fibres orthosympathiques, c'est essentiellement l'ATP et le neuropeptide qui ont une action essentiellement au niveau de la vasoconstriction. On sait, puisqu'on a mesuré dans le sang de la jugulaire chez des patients en crise spontanée d'AVF, qu'il existait un taux élevé de CGRP et que quand on traite ces patients en crise avec le sumatriptan, le taux de CGRP chute en même temps que l'injection de sumatriptan. Mais il y a d'autres neuromédiateurs, comme le PACAP, dont on a démontré que le PACAP 38 pouvait avoir un taux très élevé pendant le cycle, et donc ceci aussi est probablement un débouché ultérieur. Alors, deuxième acteur, les signes autonomiques. Ces signes autonomiques qui sont homolatéraux à la douleur
et ils correspondent à la mise en jeu des afférences céphaliques du système nerveux autonome, avec à la fois une augmentation de l'activité parasympathique qui vont produire le larmoiement, l'injection conjonctivale, la rhinorrhée, et la diminution de l'activité orthosympathique qui vont produire le ptosis et le myosis. Donc voilà effectivement les différents acteurs qui sont donc résumés sur ce schéma, le système trigéminovasculaire et donc les différents acteurs qui vont y être afférents. Et enfin, et c'est probablement ce qu'il y a de plus séduisant dans cette maladie, c'est l'aspect chronobiologique, puisque c'est une pathologie qui a effectivement cette double périodicité. On l'a vu horaire avec la crise nocturne systématique, une crise qui est souvent effectivement vers 13 heures, et puis après, ça dépend du nombre de crises, mais également une chronobiologie saisonnière, puisque vous voyez là apparaître des pics qui surviennent en fait 7 à 10 jours après les jours les plus courts ou les plus longs de l'année, et on va effectivement revenir là-dessus. Très clairement, on a essayé d'essayer de caractériser avec un chronotype ces patients. Le chronotype, ça permet de savoir est-ce que vous êtes finalement un oiseau de nuit ou un oiseau de jour, est-ce que vous êtes matinal ou est-ce que vous êtes vespéral. Et quand on a comparé ces patients qui avaient soit une forme chronique, soit une forme épisodique avec les patients témoins, très clairement, il ressortait que les patients qui avaient une algie vasculaire de la face étaient plutôt du matin. Mais on a pu également, avec des modèles statistiques et que vous voyez visualisés ici, mettre en évidence chez des patients quelles étaient la distribution des crises dans la journée. Et finalement, comme vous le voyez illustré, il y a une oscillation circadienne chez les épisodiques, alors que chez les patients qui sont chroniques, il y a une oscillation qui est plutôt ultradienne. Alors, ça fait longtemps qu'on a des arguments pour aller vers l'hypothalamus, qui a un rôle majeur dans la douleur, d'abord avec l'implication de certains noyaux que vous connaissez bien, mais également avec la sécrétion de peptides hypothalamiques qui sont les orexines A et B. On avait des arguments biologiques depuis longtemps, la diminution de la sécrétion de testostérone, la réduction du pic nocturne de la mélatonine, et le décalage du pic au cours de la nuit chez les patients qui ont une algie vasculaire de la face. Et enfin, on a eu en 1998 une preuve en imagerie, puisque vous le voyez ici chez un patient en crise, donc un patient avec une algie vasculaire de la face, la mise en évidence de cette hyperactivation de la partie postéro-inférieure de l'hypothalamus. On sait que sur le plan anatomique, nous avons tous une voie directe qui part de la rétine et qui va sur l'hypothalamus, ce qui explique en fait ces variations saisonnières, puisque quand il y a l'augmentation de luminosité ou la variation de la luminosité dans une diminution, eh bien, il y a une activation directe de cette voie rétino-hypothalamique, dont le principal médiateur est le PACAP, dont je vous ai déjà dit un mot tout à l'heure. On sait en fait que nous avons tous en nous une horloge interne qui génère des oscillations proches de 24 heures et qu'en fait, cette horloge interne, elle est située au niveau des noyaux suprachiasmatiques dans l'hypothalamus et que leur stimulation va se faire par une entrée sensorielle qui est constituée par les photorécepteurs rétiniens qui vont synchroniser les rythmes endogènes. Donc, en fait, on a tous notre rythme, effectivement, avec les différentes sécrétions de mélatonine qui nous permettent, effectivement, avec les sécrétions, le froid, le chaud, la tension, d'avoir notre rythmicité. Et vous savez que ces découvertes ont été nobélisées il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. Donc, en fait, il y a une horloge centrale, des horloges périphériques, et on essaye tous d'être sur un rythme de 24 heures, sachant que notre horloge circadienne, elle est bien localisée au niveau d'une région qui est microscopique puisqu'elle fait 1 mm², qui sont les noyaux suprachiasmatiques et qui sont directement synchronisés par la lumière. En fait, cette horloge, elle est sous-tendue par des gènes de l'horloge. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau génétique, la recherche au niveau des cloques gènes, même si pour l'instant, elle ne s'est pas avérée positive, reste effectivement la piste la plus intéressante. Et donc, cette
synchronisation par la lumière, donc l'activation de cette voie rétino-hypothalamique, elle se fait par des cellules ganglionnaires, c'est-à-dire qu'à côté de la voie visuelle, on a une voie non visuelle pour laquelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine ont un rôle majeur dans la régulation des rythmes biologiques. Donc voilà effectivement la visualisation de cette voie rétino-hypothalamique. On n'a pas trouvé, pour l'instant, je disais tout à l'heure, de rôle dans les gènes clock, mais on s'est aperçu que chez les patients qui avaient une exposition à la cigarette, et je rappelle que c'est la comorbidité que l'on rencontre avec l'algie vasculaire de la face, eh bien, cette exposition à la cigarette altérait l'expression circadienne des gènes clock chez les animaux. Donc, en synthèse, on a un patient qui a probablement une prédisposition génétique qui fait qu'il a une maladie circadienne qui, quand il rencontre le tabac, va pouvoir activer de manière anormale son hypothalamus, avoir donc une activation de cette voie rétino-hypothalamique qui va donner une expression à la fois circadienne et circannuelle et qui va conduire à l'apparition de crises d'algie vasculaire de la face qui repose effectivement sur la stimulation de ce système trigéminovasculaire. Alors, comment ça se traite puisque c'est une urgence? On va débuter par le traitement de la crise. Ça reste le sumatriptan sous-cutané à 6 mg. Il faut savoir que c'est le traitement de première intention qui soulage les patients en 5 à 10 minutes. Les contre-indications, ce sont des contre-indications en lien avec des pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle non contrôlée et l'allergie aux sulfamides. On a l'autorisation de faire 2 injections de sumatriptan par 24 heures et il faut au moins 1 heure d'intervalle entre 2 injections de sumatriptan. On peut utiliser d'autres triptans. Nous n'avons pas, en tout cas en France, le zolmitriptan par voie nasale, mais nous avons le sumatriptan par voie nasale qui n'a pas l'AMM, donc qui est autorisé dans la migraine, mais que nous utilisons de temps en temps pour les patients qui ont des crises d'intensité modérée et qui ne souhaitent pas se piquer sur toutes les crises. Le deuxième traitement reste l'oxygénothérapie normobar au basque. Il faut l'utiliser à un débit plus élevé que ce qui était recommandé antérieurement, à savoir un débit de 12 à 15 litres minute au masque à haute concentration pendant 15 à 20 minutes. C'est un traitement qui souvent marche bien, mais malheureusement, souvent, dès que le patient arrête l'oxygénothérapie, ça a tendance à entraîner un effet rebond. La tolérance est correcte et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser quel que soit le nombre de crises. Donc, en fait, la stratégie du traitement de la crise va dépendre du nombre de crises, des antécédents médicaux, du souhait du patient. Si on a un patient qui a 2 crises par jour au moins, on lui propose soit le sumatriptan, soit l'oxygène seul, soit l'association des deux. S'il a plus de 2 crises, on peut lui proposer, bien sûr, le sumatriptan et l'oxygène, soit l'oxygène seul s'il a malheureusement une contre-indication cardiovasculaire. On a, deuxième type de traitement, des traitements transitionnels, c'est-à-dire qu'on n'est ni en tant que traitement de crise, ni en tant que traitement de fond, et c'est tout le rôle de la corticothérapie qu'on a fait pendant longtemps, très souvent par voie orale, à 1 mg kilo. Ceci dit, la corticothérapie marche le plus souvent remarquablement bien, mais il faut l'accompagner d'un traitement de fond parce que dès qu'on l'arrête, les crises redémarrent. Donc en fait, c'est réservé aux patients qui ont une forme assez floride de la maladie, le temps que le traitement de fond puisse être mis en évidence. Il n'y a pas d'intérêt à mettre en place une corticothérapie par voie intraveineuse, elle n'est pas plus rentable que la voie orale. Mais surtout maintenant, on fait pas mal de corticoïdes sous forme de blocs, anesthésistes au niveau du nerf grand occipital. Je vous ai expliqué cette connexion anatomique entre le noyau du trijumeau et C1 et C2. Et c'est vrai que cette instillation sous-occipitale de corticoïdes donne souvent soit une réponse complète et permet d'éviter de mettre en place un traitement de fond. C'est intéressant quand le cycle est court, ou permet effectivement d'accompagner le traitement de fond. Donc voilà, schématiquement, on a vu tout à l'heure donc les liens anatomiques entre le noyau du trijumeau et les branches C1 et C2.
Alors, quand fait-on un traitement avec un bloc ou une corticothérapie? Quand le patient a beaucoup de crises ou quand un patient a une forme chronique de la maladie, c'est-à-dire il a toujours 1-2 crises par jour tous les jours et que d'un seul coup, il fait un cycle sur je dirais, sur ces crises quotidiennes. Et donc, pour essayer de casser la fréquence des crises, on peut effectivement réaliser ces injections sous-occipitales de corticoïdes. Enfin, 3e ligne de traitement de fond, reste le Verapamil, qui est un vieux médicament dont finalement on ne connaît pas trop le mode d'action et qui en fait est utilisé à des doses inhabituelles, en tout cas supracardiologiques. Et nos collègues cardiologues sont toujours très étonnés quand nous annonçons des doses entre 240 voire 960 mg de Verapamil. Donc, il faut faire effectivement un électrocardiogramme de manière systématique. Il faut avoir un petit peu, je dirais, l'habitude de manipuler ce traitement. Les contre-indications, elles sont essentiellement liées au niveau cardiologique avec l'existence d'un BAV qui contre-indique donc ce traitement. Il y a pas mal d'effets indésirables, en particulier l'asthénie, la constipation et la bradycardie. Énormément d'interactions médicamenteuses, donc véritablement à surveiller, mais ça reste effectivement le traitement de fond de première ligne. Deuxième traitement de fond, c'est le lithium, que l'on réserve pour la forme chronique, donc c'est un vieux médicament donné dans la maladie bipolaire, dont je vous rappelle qu'elle a aujourd'hui une origine hypothalamique reconnue et maintenant, et bien sûr depuis longtemps dans l'algie vasculaire de la face. Ça demande d'avoir un peu, je dirais, d'expertise pour donc le mettre en place. Il faut en fait avoir un bilan biologique très complet, incluant un bilan thyroïdien, la fonction rénale, la calcémie, le CG, une contraception efficace en place. Et après, on équilibre le patient en montant le lithium et en faisant des dosages de lithémie. L'idée étant en fait de ne pas être sur une dose toxique. Et il faut vérifier très régulièrement, au moins tous les 3 mois, le bilan biologique qui vous est présenté ici. Donc, ça demande quand même d'abord des patients qui sont très motivés et adhérents et qui ne vont pas se perdre dans la nature. Il y a une contre-indication complète d'utilisation des anti-inflammatoires avec le lithium. Le méthylsergide, qui restait le traitement de référence auparavant, n'est à mon avis plus fabriqué à l'heure actuelle, en tout cas pas chez nous, et par ailleurs une contre-indication à l'utilisation du sumatriptan, donc sa place n'est plus actuellement présente. Les antiépileptiques, on les a beaucoup testés. Globalement, ils ne marchent pas. Il y a parfois un petit niveau de preuve pour le topiramate, mais avec des études qui peuvent être contestées. Alors, quand est-ce qu'on commence un traitement de fond? Quand le patient a un cycle qui va durer au moins 2 semaines et au-delà, bien sûr quand il est en forme chronique, avec l'idée de diminuer la fréquence et l'intensité des crises. On garde le Verapamil en première ligne, ça reste notre première intention. On commence à 240, c'est-à-dire 120 mg x 2, et on augmente tous les 2-4 jours de 120 mg. Au-delà de 480 mg, la règle est de faire un électrocardiogramme chaque fois qu'on augmente et on peut monter à des doses jusqu'à 720 en forme épisodique, parfois à 960 en forme chronique. On a tendance à utiliser la forme immédiate qui semble être plus efficace que la forme dite LP. Si on fait une association avec le lithium, il faudra faire un électrocardiogramme de manière systématique. Donc, vous voyez que ce traitement de fond, il est instauré dès le début, on le fait en monothérapie, on monte progressivement et si la fréquence des crises est élevée, on fait une corticothérapie en même temps. Combien de temps on le maintient? Eh bien, en fait, ça dépend, lorsqu'on est devant une AVF épisodique, de la durée préalable des cycles précédents. Donc, si le patient avait, par exemple, eu 1 an avant un cycle qui durait 2 mois, par exemple, on maintient donc le traitement pendant 2 mois. Et puis, dès que le patient a franchi cette période et que, bien sûr, il est totalement soulagé, on diminue progressivement pour arrêter. En effet, il ne sert à rien de maintenir un traitement de fond entre les périodes
pour l'algie vasculaire de la face épisodique. On a bien sûr essayé de définir ce qu'on appelle une algie vasculaire de la face réfractaire, tout simplement parce qu'existent des techniques chirurgicales de neuromodulation avec 3 cibles, les nerfs grands occipitaux, la cible hypothalamique et le ganglion sphénopalatin que vous connaissez bien. Donc, en fait, on fait en première ligne, lorsque les patients sont réfractaires, une stimulation du nerf grand occipital parce que la cible est assez facile à atteindre. Et c'est donc la première ligne, elle doit être toujours bilatérale. Et puis, pour les formes plus difficiles, eh bien, effectivement, on peut être amené à faire des stimulations hypothalamiques. La stimulation du ganglion sphénopalatin, à l'heure actuelle, elle est pour l'instant validée en tant que traitement de crise, mais pas encore en tant que traitement de fond. Enfin, les perspectives, on a quand même les anticorps anti-CGRP qui sont en train d'arriver dans la migraine, mais qui ont été également testés dans l'algie vasculaire de la face. Vous voyez que le galcanezumab a eu son feu vert par la FDA en juin 2019 dans l'algie vasculaire de la face épisodique, puisque pour l'instant, les études n'ont pas démontré d'efficacité dans la forme chronique. Et donc, ça s'avère quand même être un espoir majeur pour nos patients qui ont une algie vasculaire de la face. Et il y a dans le pipeline aussi d'autres choses comme des anticorps anti-PACAP, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont effectivement en cours de validation. Donc voilà, j'ai été peut-être un peu bavarde, mais je pense que c'est important de laisser un temps à la discussion et j'espère que vous aurez quelques questions sur cette pathologie que je trouve passionnante. Merci, docteur Donnet. Donc, là, ce qu'on comprend, c'est que cette algie vasculaire de la face est une pathologie qui est heureusement assez rare, vu du moment qu'elle donne un handicap qui est très, très important pour le patient, particulièrement dans sa forme chronique. Donc, il y avait 2 formes, une forme qui est épisodique et une forme chronique. Une association avec plutôt un facteur de risque qui est le tabagisme, qui est souvent retrouvé. Une composante génétique. On a remarqué aussi que l'examen clinique est quand même assez pauvre. Même la paraclinique, il y a peut-être l'IRM qui peut donner certains signes, peut-être l'IRM fonctionnel, comme vous avez dit. Et il y a un ensemble de panoplies de traitements qu'on peut donner, bien sûr, traitement de la crise, traitement dans les phases de transition et un traitement de fond éventuel. Je voulais juste revenir par rapport au traitement. Vous avez parlé de l'association avec des formes comme vous avez dit, que ce sont des céphalées suicidaires avec une composante psychiatrique. Est-ce qu'il y a une thérapeutique pour la prise en charge psychiatrique particulière qui est recommandée? Alors, non, enfin, ce qui est recommandé, et moi je forme tous les médecins de mon équipe, c'est la détection du risque suicidaire, en fait. Parce qu'en fait, bon, il y a souvent une réaction anxio-dépressive, mais surtout, il y a un risque de passage à l'acte. Et en fait, avant, quand on appelait cette pathologie céphalée suicidaire, on se disait c'est parce que c'était avant le sumatriptan. Et finalement, depuis qu'il y a le sumatriptan, on a quasiment autant de risques suicidaires. Et je pense qu'en fait, ce sont des patients, quand ils font des passages à l'acte, et malheureusement j'en ai un certain nombre qui l'ont fait, c'est des choses toujours très impulsives et toujours très violentes. Et je pense que c'est en fait une activation hypothalamique aussi, qui font qu'ils ont ces espèces de raptus suicidaires. Et donc, on est toujours très vigilant dans l'interrogatoire avec ces patients souvent qu'on suit et qu'on connaît bien. Il ne faut pas que ce soit tabou, il faut poser les questions pour effectivement, si on sent qu'il y a un risque, les adresser vers quelqu'un. C'est vrai que aussi le gros problème que nous avons, c'est cette errance diagnostique particulière et par rapport à ce genre de patients qui peuvent passer beaucoup de temps à passer et qu'on puisse les croire. Est-ce qu'il y a une recommandation par rapport à ce genre de patients, un reclassement éventuel, particulièrement dans les algies vasculaires de la face, un reclassement professionnel, je parle de reclassement professionnel, parce qu'on sent peut-être que, vu cette pathologie, peut-être ils ont une tendance un petit peu au repli. Vous avez dit qu'il y a certains facteurs, certains prodromes qui peuvent survenir, particulièrement dans des situations où ils sont confrontés au stress, au changement aussi de rythme circadien. Est-ce qu'on peut proposer à ces patients un reclassement professionnel ou bien quelle est votre recommandation par rapport à ce genre de patients?
Alors, globalement, je dirais qu'il y a une attitude qui est différente si c'est une AVF épisodique ou une AVF chronique. Les AVF épisodiques, ils sont comme, je dirais, vous et moi, si ce n'est que pendant quelques semaines ou quelques mois de l'année, ils vivent avec du sumatriptan, mais ils sont capables de quitter une salle de réunion, d'aller aux toilettes, de se piquer et de revenir comme si rien n'était. Et globalement, les patients qui ont une forme épisodique, même avec une fréquence élevée, ils sont véritablement dans la vraie vie et ils ne sont absolument pas désocialisés. La vraie vie, elle est familiale, professionnelle, sociale. C'est beaucoup plus difficile avec l'algie vasculaire de la phase chronique parce que vous imaginez que quand ça dure tous les jours ou quasiment tous les jours pendant des années, parfois des décennies, ça a un impact majeur quand même sur la qualité de vie puisque c'est souvent 2-3 crises par jour et puis c'est 2-3 fois par an, on monte à 10 crises par jour tous les jours pendant X mois. Alors il y a un certain nombre de patients qui perdent leur emploi. On a un certain nombre de patients, lorsque c'est vraiment jeune, qui ne font pas ce qu'ils voulaient faire parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à faire cohabiter la pathologie et donc un projet professionnel. Mais on a beaucoup de mal dans notre système français, et Dieu sait qu'il est quand même probablement quand même assez développé, à faire reconnaître ça comme une maladie. Et on se bat, alors dans les formes chroniques, à force de faire des certificats, d'expliquer, mais très souvent les médecins qui les voient en expertise ne connaissent pas la pathologie parce qu'elle est rare, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc c'est difficile de... C'est un patient, finalement, il se présente, il est bien, hein, si on le voit entre deux crises, il est effectivement comme quelqu'un qui n'est pas malade. Et il faut vraiment appuyer nos demandes pour qu'il y ait de l'aide pour les patients qui sont en forme chronique. D'accord. Alors, je vais passer voir les séances les questions qui ont été posées au niveau du chat. Donc, il y a une question par rapport au CGRP, Pathway Monoclonal Antibodies. Donc, oui, ça a été discuté à la fin par rapport à des thérapeutiques nouvelles qui peuvent être proposées. La deuxième question, c'est par quel mécanisme le tabac favorise l'algie vasculaire de la face et la dose du lithium aussi. D'accord. Alors, le tabac, la petite hypothèse que je vous ai mise, c'est effectivement la modification du tabac sur les gènes CLOCK, qui a été démontrée uniquement chez l'animal, mais c'est une publication qui date de l'année dernière, donc c'est peut-être une piste, mais je n'en ai pas d'autres pour l'instant, à part celle-là. Mais si effectivement le tabac va modifier les gènes CLOCK, on peut se dire que quelqu'un qui a un terrain à risque et qui rencontre le tabac, et bien, effectivement, ça va permettre de faire émerger la pathologie. Pour les doses du lithium, alors en fait, il n'y a pas de dose. C'est-à-dire qu'on monte les doses tant que le patient n'a plus de crise et que la lithymie n'est pas haute. Si la lithymie est basse, peu importe. Ce qu'on veut, c'est ne pas être toxique parce que le lithium est en particulier neurotoxique. Mais donc, en fait, l'équilibre, c'est la clinique. Le patient, au fur et à mesure, on voit qu'il a moins de crises, puis plus de crises, et une lithymie qui n'est pas toxique. Alors, j'ai une autre question, c'est par rapport aux implications de la recherche actuellement dans la prise en charge des algies vasculaires de la face. Et les facteurs génétiques sont incriminés et le rythme circadien aurait un rôle certain et important. Alors, la question, c'est dans le domaine de la recherche, a-t-on une idée sur ce qui se passe dans les vols spatiaux de longue durée? Je crois qu'on n'a jamais mis quelqu'un qui a une algie vasculaire de la face dans des vols spatiaux de longue durée. Mais par contre, on a des patients, je dirais, pour rester plus dans la vraie vie, quand on pouvait encore voyager, qui ont une AVF et quand ils voyagent en fonction des continents, ils peuvent déclencher des périodes alors qu'ils ne sont pas dans leur période habituelle, simplement parce qu'il y a un changement d'horaire quand ils changent effectivement entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, c'est un argument supplémentaire pour la chronobiologie. D'accord. Et je voulais vous poser une autre question par rapport à l'oxygène. Pourquoi l'oxygène normobar? Est-ce qu'il y a autant d'effets pour le normobar que l'hyperbar éventuellement? Il n'y a pas de différence par rapport à ça?
Alors, l'hyperbare a été testé, mais ne donne pas de bénéfices supplémentaires. Or, comme l'idée, c'est que le patient il soit totalement autonome, c'est-à-dire que les patients, souvent pour les crises nocturnes, ils ont la bouteille dans la chambre, et les patients qui sont en forme épisodique, mais qui sont dans la vraie vie, pour reprendre mon expression de tout à l'heure, ils ont l'oxygène dans la voiture ou dans leur bureau de travail, et en fait, ils l'utilisent. Donc, en fait, c'est beaucoup plus pratique pour un patient que s'il devait aller avoir une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Ok. Alors, j'ai une autre question qui revient sur le Verapamil et sur les modalités d'augmentation des doses. Comment vous faites l'augmentation des doses? Juste pour le répéter éventuellement. Oui, Une oui, question par rapport à ça. je vais aller un peu vite. Alors, on commence globalement par le 120 mg. Alors, chez nous, on a 3 formes. On a le 40, le 120, le 240. On prend le 120 et on prend la libération immédiate. Ne me demandez pas pourquoi, c'est vraiment de l'expertise clinique. La forme LP marche moins bien. Alors déjà que ce sont des patients difficiles à équilibrer, on essaye la forme avec laquelle on a la réponse la meilleure. Donc on fait 120 mg matin et soir et on se donne 3 jours. Si le patient, et il y a parfois des patients qui réagissent à 120 x 2, n'a plus de crise, on reste à 120 x 2. S'il a toujours des crises, on monte à 120 x 3 au bout de 4 jours, on se laisse 4 jours, et là on monte jusqu'à ce que là encore on n'ait plus de crise et on ait un électrocardiogramme qui reste normal. C'est pour ça qu'on peut être amené à monter jusqu'à des doses de 720, voire plus dans les formes chroniques d'algie vasculaire, puisque là encore, comme pour le lithium, on est dans l'équilibre entre la disparition des crises et la normalité de l'électrocardiogramme. D'accord. J'ai une autre question par rapport aux autres thérapeutiques non médicales, on va dire instrumentales, voire invasives. Les injections du ganglion sphénopalatin, est-ce qu'il y a des injections qui peuvent donner plus de résultats? J'avais entendu parler de l'alcoolisation. Est-ce que ça donne, ou bien carrément d'autres, tout ce qui est thérapie par radiofréquence ou bien les gamma knife, est-ce que ça donne maintenant des résultats? Est-ce qu'il y a des études par rapport à ça? Alors, il y a des études. Le ganglion sphénopalatin a été une cible souvent très utilisée et il m'arrive encore de prescrire de ce qu'on appelle encore des attouchements au bonin lorsqu'on a encore un peu de bonin dans nos hôpitaux. Donc, ça fait longtemps qu'on utilise cette technique, soit par attouchement. On a essayé d'utiliser d'autres techniques, la lasérisation, vous en avez parlé, qui ne donne pas spécialement de résultats supplémentaires. On a fait des gamma knife, soit seuls, soit couplés avec une double cible, gamma knife sur le sphénopalatin et le trijumeau. Globalement, le gamma knife sur le trijumeau, non seulement ça ne marche pas, mais ça donne systématiquement, on a fait une série, et malheureusement, on a eu 100% de nos patients qui ont eu une hypoesthésie, voire une anesthésie faciale, ce qui ne correspond absolument pas aux chiffres que nous avons à Marseille dans le traitement de la névralgie trigéminale classique. Il y a certaines équipes qui font aux États-Unis à la fois donc cette double cible sur le gamma, donc de gamma sur le sphénopalatin et le trijumeau. On n'en a pas l'expertise et je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une démonstration. Par contre, la piste actuellement, c'est effectivement la neuromodulation, c'est-à-dire d'aller mettre une électrode donc au niveau du ganglion sphénopalatin. Et ce qui a été démontré, c'est que quand les patients se stimulent en crise, donc stimulent leur sphénopalatin, ça a tendance à traiter la crise alors qu'ils n'utilisent pas de sumatriptan ou d'autres traitements. Et par rapport à cette thérapie un petit peu nouvelle, est-ce que vous le faites en équipe? Quelles sont les différentes spécialités qui participent avec vous dans cette équipe pour prendre ce genre de décision? Alors, par définition, c'est une très bonne question. C'est une décision multidisciplinaire, c'est-à-dire que si un neurochirurgien, par exemple, reçoit directement un patient qui a une algie vasculaire de la face, il va me l'adresser pour que je valide le diagnostic, je valide qu'il ait eu tous les traitements, donc il a vraiment un critère de pharmacorésistance et qu'on est certain qu'on a déjà tout utilisé. Donc déjà, il y a un binôme
centre de la douleur, ça veut dire une évaluation qui est déjà souvent multi-professionnelle. Souvent, on peut demander l'avis du psychologue aussi. Et puis, l'équipe neurochirurgicale avec lesquelles on travaille en binôme. Pour les équipes neurochirurgicales qui font une stimulation du ganglion sphénopalatin, il y a souvent la mise en place des électrodes qui peut se faire en binôme ORL et neurochirurgien, puisque c'est une voie que vous connaissez bien, et parfois mieux que les neurochirurgiens. Donc l'implantation peut se faire avec 2 spécialités différentes aussi. D'accord. Alors, j'ai une autre question. C'est vu que les patients qui ont une algie vasculaire de la face ont des troubles du sommeil et l'implication, est-ce que les patients qui ont une algie vasculaire de la face, ont-ils des troubles du sommeil? Vu qu'il y a une implication des noyaux supracircadiens et du rythme et une altération du rythme, plutôt une atteinte du rythme circadien. Plutôt, il y a une particularité circadienne dans ces algies vasculaires de la face. Donc, est-ce qu'ils ont du trouble du sommeil? Voilà. Alors, la réponse est oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, parfait. La réponse est oui. Alors déjà, ils ont des troubles du sommeil, ne serait-ce que parce que quand on fait 1-2 crises nocturnes, on a un sommeil qui est fractionné puisque le patient est réveillé par la douleur. Mais on a fait bien sûr des enregistrements du sommeil chez ces patients. Il y a eu effectivement beaucoup de débats pour savoir s'ils avaient des syndromes d'apnée du sommeil. A priori, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas non plus d'autres pathologies du sommeil comme des mouvements anormaux. Et ils ont ce fractionnement du sommeil qui est probablement lié aux crises. Mais ceci dit, c'est quelque chose qui demande à être un peu plus étudié puisque on revient sur le fait que c'est une pathologie rare et on n'a pas de grande série de patients enregistrés. Donc le sommeil est un élément majeur dans la physiopathogénie et demande à être plus étudié. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Je vous remercie, Dr Donnette, pour nous avoir animé ce webinaire sur les algies vasculaires de la face. Et je donne la parole au professeur Scalé si elle a quelque chose d'autre à finir. Sinon, Bien, écoutez, effectivement, je voudrais remercier Dr Anne Donnet et professeur Ferreri pour avoir animé brillamment ce webinaire. L'algie vasculaire de la face reste quand même une pathologie très particulière et très embêtante, aussi bien pour le malade que pour le praticien en lui-même, parce que quelque part, c'est difficile de le prendre en charge. Et je pense qu'il y a un élément très, très important que vous avez souligné tous les deux, c'est la prise en charge multidisciplinaire. Et j'ai une question à poser à Dr Donnet. Quels sont les diagnostics lorsque vous faites une IRM, d'accord? Est-ce que vous avez trouvé des pathologies autres que tumorales? Est-ce qu'il y a des pathologies d'origine centrale, type sclérose en plaques? Est-ce que l'algie vasculaire de la face, en dehors de la pathologie tumorale, doit faire évoquer une cause organique autre? Alors, je dirais non. Enfin, si on trouve quelque chose pour vraiment les formes secondaires, c'est soit une pathologie tumorale et c'est surtout hypophysaire. En général, ce sont des adénomes hypophysaires, ou bien effectivement une dissection des vaisseaux. Mais dans ce cas-là, c'est l'épisode initial et donc on n'a pas la répétition des épisodes dans le temps. Autrement, effectivement, on ne trouve rien de particulier dans cette pathologie. Et dans le cadre des blocs occipitaux de corticoïdes, ce sont les neurochirurgiens qui les font? Non, c'est nous en consultation. Ah, très bien, d'accord. Et vous le faites souvent à l'heure actuelle ou pas? Ah, c'est très souvent, c'est notre quotidien de oui. faire ça, oui, oui. Ça nous aide quand même beaucoup pour diminuer la fréquence des crises. Et moi, j'ai 3 de mes collaborateurs qui sont formés et c'est vraiment simple et on fait ça au quotidien dans le service, vraiment dans le cadre de la consultation. En fait, avec les corticoïdes que l'on a maintenant, on n'a plus des corticoïdes comme l'Altime qui pouvaient s'injecter profond. Et à ce moment-là, on demandait aux neuroradiologues de le faire. Comme en fait les corticoïdes que nous avons, il faut les injecter de manière superficielle, on est parfaitement nous à même de le faire pendant la consultation.
Et est-ce que vous avez une limite? C'est-à-dire, vous vous dites un nombre à ne pas dépasser. Alors, c'est une très bonne question pour laquelle il n'y a pas de réponse. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première injection. S'il n'y a pas d'amélioration la semaine d'après, on en fait une et on peut aller jusqu'à 3. En général, souvent, il y a une amélioration, mais la grande question, c'est de savoir combien de fois on va pouvoir répéter ça chez les patients qui sont jeunes. Quel va être l'impact sur le rachis cervical si on infiltre très rapidement ces patients et très régulièrement. Et ça, on n'a absolument pas la réponse à ces questions. Bien, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Super. Vraiment, c'était super. Merci beaucoup. Et espérons que cette pandémie disparaisse rapidement pour qu'on puisse vous recevoir au Maroc. Ça serait un vrai plaisir. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Très bonne soirée, professeur Farrelly. Très bonne soirée. Et merci À encore vous aussi. aux inscrits et à notre partenaire, les laboratoires Cooper Pharma. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.